Alors, bienvenue à tous. Nous reprenons cette journée de dialogue autour de l'inclusion et de la RSE avec, pour reprendre cet après-midi, l'inclusion des personnes handicapées en entreprise, bilan, perspective et démarches innovantes. Autour de la table, Dorine Bourneton, responsable RSE de la banque privée BPE, première femme handicapée pilote de voltige. Hervé Ekoué également, qui est avocat associé chez Allen & Overy. François Jacob, directeur général adjoint de Air Liquide. Jean-Marc Ribes, président du directoire de la banque privée BPE. Sophie Cluzel aussi, qui nous fera, Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui nous fera l'honneur d'introduire cette table ronde. Une table ronde animée et présidée par l'ancien président de la HALD, Louis Schweitzer. Bonjour à tous. Je vous laisse la parole jusqu'à 15h05 pour échanger autour de l'inclusion des personnes handicapées en entreprise. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Nous allons donc parler travail. Et travail pour et par les personnes en situation de handicap, de façon à ce qu'il y ait à la fois inclusion, contribution à la réussite, et je crois que effectivement, l'inclusion est une condition de réussite, pas seulement pour les personnes concernées par une situation de handicap, mais pour les entreprises où elles sont. Et je pense que ça sera un des thèmes centraux de notre table ronde. Alors, notre table ronde sera tenue sur la forme suivante. Un bref exposé introductif. Le chiffre fixé a été de 7 minutes par chacun des participants, puis une discussion entre les participants ou en réponse aux questions que vous voudrez bien nous poser et qui nous seront transmises. Et je propose, pour ouvrir cette réunion, que Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, qui a une vraie connaissance de ce sujet, prenne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers amis, tout simplement, puisque nous allons partager 1 heure de discussion ensemble. Moi, je vous propose que je fasse un peu plus court, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de donner le temps aux échanges. Alors pourquoi c'est important d'abord d'être ici? D'abord, c'est la 3e dialogue de l'inclusion auquel je participe. Alors on pourrait se dire, quand est-ce que nous n'aurons plus besoin de dialogue? Ça veut dire que ça sera vraiment réussi, l'insertion professionnelle des personnes handicapées. C'est un peu comme le secrétariat d'État rattaché auprès du Premier ministre. Quand il n'y en aura plus, ça voudra dire que tout le monde s'est emparé de la dynamique du handicap partout dans les politiques publiques. Aujourd'hui, les choses changent, les choses bougent. Vous savez bien qu'on a une obligation d'emploi de 6%. Nous sommes à 3,8 à peu près, 3,8 dans les entreprises privées, à peu près 5,8 dans les entreprises publiques, les 3 fonctions publiques réunies. Pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique, la progression. Parce qu'en moins de 4 ans, puisque ça fait 4 ans que je suis au gouvernement, en moins de 4 ans, on a progressé de 0,3 points. Donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin. On a fait une grande loi, la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, avec ma collègue Muriel Pénicaud à l'époque, où on a décidé qu'on allait compter maintenant vraiment les personnes handicapées qui étaient dans les entreprises. L'emploi direct des personnes en situation de handicap. Parce qu'avant, on ne savait pas très bien si c'était de l'emploi direct ou de l'emploi dit sous-traité. Pour autant, on a bien sûr toujours les achats inclusifs, très importants, auprès des ESAT, des entreprises adaptées, et puis aussi toute la dynamique de ce qu'on appelle le job coaching, mais j'y reviendrai. Donc une vraie dynamique. Pendant cette crise économique, cette crise sanitaire avant tout, on a surtout voulu que les personnes handicapées ne soient pas la variable d'ajustement sur l'emploi. Donc, pendant 1 an, on a mobilisé les entreprises à travers le manifeste inclusion. Et, cher Jean-Marc, vous êtes un des signataires de ce manifeste inclusion, très engageant. 10 engagements très simples qui partent justement de la connaissance des collégiens et des lycéens à travers les stages, à l'emploi bien sûr, à l'apprentissage, un vrai levier, et on pourra en reparler, puisqu'aujourd'hui c'est la journée de l'alternance par du OD, mais j'y reviendrai. Et puis bien sûr l'emploi direct, du numérique accessible, très important, toute cette dynamique du numérique accessible et de façon native, avec les webmasters formés à l'accessibilité numérique, qui est un vrai aussi levier d'insertion professionnelle. Et puis nous sommes maintenant 140 grandes entreprises qui ont signé ce manifeste inclusion.
une mobilisation constante, mais on n'a pas fait que ça. On a aussi, puisqu'on parle de dialogue, on a aussi mobilisé le dialogue social dans les entreprises. J'ai mobilisé régulièrement, tous les mois, en webinaire, les organisations syndicales et patronales pour inscrire dans le dialogue social l'emploi des personnes handicapées et le maintien dans l'emploi pendant cette crise sanitaire et économique. Très important. Et puis, nous avons un plan de relance qui se veut justement ambitieux pour accompagner l'insertion professionnelle avec une prime d'aide à l'emploi de 4 000 € pour tous CDD signés de plus de 3 mois ou CDI. Aujourd'hui, on est en quelques mois à plus de 11 000 contrats signés, 60% d'entre eux en CDI. Donc on voit bien que l'aide aussi incitative et beaucoup d'emplois qui ont été faits dans les TPE et PME. Donc on voit bien que l'incitation financière aide aussi. Et puis je rappelle, puisque c'est aujourd'hui la grande journée de l'alternance par DUOD, l'aide à l'apprentissage. J'étais ce matin avec mes collègues, Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert, au sein d'une société très engagée qui est le groupe ADECO, pour justement promouvoir l'apprentissage. L'apprentissage est un vrai levier d'acculturation. C'est le vrai, ce que les Anglais disent, le place and train, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire être en insertion professionnelle et en même temps à parfaire ses connaissances, monter en compétences. Cette alternance par DUOD, vous allez sur le site de Pôle emploi et il y a ces rencontres possibles. Le DUOD, Monsieur le Président, vous le connaissez, c'est quelque chose que nous avons créé il y a 4 ans. J'y crois beaucoup, ça vient de nos amis irlandais. C'est une rencontre qui est normalement pendant la 3e semaine de novembre, qui est la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, et qui permet cette rencontre. On a eu plus de 20 000 duos qui ont été formés. C'est une façon de s'acculturer, c'est une façon pour les personnes handicapées d'aller vers l'emploi, d'aller oser certaines orientations professionnelles, alors qu'on leur a très souvent dit « c'est pas pour vous, n'y allez pas dans ce domaine, par rapport à vos incompétences, par rapport à vos déficiences, par rapport à votre incapacité de faire certaines choses ». C'est un langage très, très écrasant. Et là, ça permet justement de lever l'autocensure et surtout pour les entreprises de s'acculturer à des personnes qui sont parfois autrement capables. Je vous rappelle qu'on a 12 millions de personnes en situation de handicap, 80% sont invisibles, donc on a encore du chemin à faire, certes, mais un vrai engagement des entreprises. On le voit bien, ce manifeste inclusion, il a des grandes thématiques, le rapprochement entre école et entreprise, le numérique, la possibilité de travailler sur l'apprentissage, et les entreprises commencent à se poser vraiment des objectifs. Je pense qu'on ne progresse bien que sur ce qui se mesure. Et là, nous sommes en train de travailler avec les entreprises du manifeste sur des indicateurs pour publier un baromètre. On l'a bien fait pour l'égalité femmes-hommes avec l'index. On a progressé comme ça, en fixant des objectifs et en se fixant une politique volontariste. C'est ce qu'il nous faut faire maintenant pour vraiment passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire faire de cette réalité du 6% partout. Et alors, il y a des entreprises qui sont bien au-delà. Mais il y a des entreprises qui sont encore bien en deçà. Donc un baromètre avec quelques indicateurs simples qui sera publié lors du prochain comité interministériel du handicap sous l'égide du Premier ministre début juillet. Ça sera au départ du volontariat et petit à petit, nous allons grossir ce baromètre avec beaucoup d'entreprises parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de RSE, ce mot S, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Il faut en faire une force de la politique handicap. Il faut l'affirmer, il faut l'afficher parce que je pense que les jeunes et les moins jeunes, parce que quand on est en situation de handicap, on peut bénéficier de toutes les aides, quel que soit l'âge. Eh bien, ils vont chercher justement une entreprise handi-accueillante. Et si on publie ce baromètre, ils le sauront, parce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas. Il faut aller chercher les chiffres, il faut aller voir s'il y a déjà une politique qui a été entamée. Donc voilà, moi je suis une éternelle optimiste. Je pense que c'est en montrant les bonnes pratiques, en faisant parler les entreprises qui ont déjà embauché, et on en a autour de nous, en leur donnant la parole, en donnant la parole aux collaborateurs, aux collègues de travail qui ont justement accueilli cette personne handicapée qui parfois a bouleversé le management, et c'est tant mieux, parce que je pense que handicap peut rimer avec excellence et performance. Donc voilà, tout simplement, je voulais un petit peu planter le décor, montrer tout ce qui a avancé. Le chemin est encore long, mais il y a un vrai engagement des entreprises aujourd'hui, et je les en remercie tout particulièrement. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, je suis entouré de 3 responsables d'entreprises très différentes, un grand cabinet d'avocats, une grande entreprise industrielle, une banque. Et ces 3 entreprises s'inscrivent dans la dynamique que vous évoquiez, Madame la Ministre, puisque c'était 3 entreprises qui étaient en dessous de 6%, mais qui ont engagé des actions tout à fait remarquables, dont nous parlerons, et donc qui illustrent
les moyens de la dynamique que vous souhaitiez. Mais auparavant, je voudrais donner la parole à une personne qui est en situation de handicap, Dorine Bonneton, qui est responsable RSE dans une de ces entreprises, pour qu'elle nous raconte à la fois son aventure personnelle, son entrée dans l'entreprise, son action au sein de cette entreprise, et après, M. Rib, qui est le patron de cette entreprise, la banque privée BPE, de la banque privée de la Banque Postale, qui nous expliquera comment son action a été engagée. Vous êtes aviatrice, vous êtes écrivaine, vous êtes conférencière et vous êtes salariée. Et je vous donne la parole. Vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors effectivement, je vais revenir un petit peu sur mon parcours brièvement parce que je ne peux pas résumer 30 ans d'une vie en 7 minutes, mais je ne suis pas née dans ce fauteuil. Moi, quand j'étais petite, j'étais passionnée d'aviation et ce qui me faisait rêver, c'était les pilotes de l'aéropostale, les postiers du ciel. Et ces hommes qui transportaient du courrier avec un courage phénoménal, qui bondissaient par-dessus les océans, par-dessus les déserts, me faisaient rêver et je voulais leur ressembler. Et donc, à 15 ans, j'ai commencé très jeune, je me suis inscrite dans un aéroclub pour prendre mes premières leçons de pilotage. Et vous imaginez, à 15 ans, j'ai fait mon premier vol solo, c'est-à-dire que j'ai volé pour la première fois dans le ciel. Mais il ne faut pas vous imaginer, j'avais très très peur, hein. Mais j'ai appris à dompter ma peur. Et puis, 1 an plus tard, j'ai eu un accident d'avion. Et à partir de ce moment-là, tout est devenu impossible. C'est-à-dire qu'on ne voyait plus de moi que le fauteuil roulant. J'avais perdu mon identité et on me donnait une réputation. Je ne servais plus à rien. J'étais devenue une personne handicapée en fauteuil roulant. Pourtant, vous imaginez bien qu'au fond de moi, j'étais restée la même. Hein. Ce fauteuil roulant ne disait absolument rien de mes rêves, de mes espoirs, de mes envies et de la capacité que je pouvais déployer pour arriver à réaliser mes rêves. Et moi, ce que je voulais faire, véritablement, malgré cet accident, je voulais voler. Je voulais apprendre à piloter un avion. Mais c'était impossible, parce que probablement que vous le savez, on a besoin de ses jambes pour piloter un avion. Certaines commandes sont aux pieds. Et là, je suis donc face à un impossible. Et c'est une situation qui vous est d'ailleurs probablement déjà arrivée. Hein. Vous aussi, dans votre parcours, dans vos vies, vous avez été un jour confronté à l'impossible. Et quand une chose est impossible, elle est vraiment impossible. Et finalement, elle n'est pas plus pour moi, personne handicapée, que pour n'importe quelle autre personne. Mais la vraie question qu'il faut se poser quand on est face à l'impossible, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais de cet impossible ? J'y vais ou j'y vais pas ? Quel programme je choisis finalement ? Parce que moi, on m'avait dit, voilà, tu es handicapé, tu ne sers plus à rien, donc le programme maintenant, ça va être les allocations familiales, le canapé et la télé. Donc quel programme je choisis ? Est-ce que je choisis de dépasser l'impossible ou le programme canapé télé ? Moi, j'ai choisi de dépasser l'impossible. Et je me suis mise en mouvement, j'ai essayé de trouver des solutions. Et un jour, j'ai appris qu'à Toulouse, des personnes handicapées volaient sur des avions adaptés à leur handicap, adaptés de commandes manuelles de pilotage. Et donc, j'ai appelé pour me renseigner. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas y aller tout de suite. Hein. D'abord, il a fallu que je passe mon permis de conduire. Ça a été la première porte, la première étape. Je ne volais pas encore, mais c'était déjà merveilleux parce que l'étape suivante, après le permis de conduire, ça a été le brevet. Et donc, c'est comme ça qu'à 20 ans, j'ai obtenu mon brevet de pilote sur un avion donc équipé de commandes manuelles de pilotage. À 27, je suis devenue le leader d'une patrouille aérienne. À 28 ans, j'ai même fait changer la réglementation française pour permettre aux personnes qui sont handicapées des membres inférieurs de pouvoir devenir pilote professionnel, parce que ce métier était interdit aux handicapés. Alors bien sûr, je n'y serais pas arrivée seule. Je me suis appuyée de compétences, d'une équipe pour pouvoir faire changer la réglementation. Et puis, après, je suis devenue maman.
c'est important de le dire aussi. Et ensuite, je suis devenue à 40 ans donc la première femme handicapée au monde pilote de voltige. J'ai donc, pour arriver à atteindre cet objectif, conduit une équipe, managé une équipe. Et cette expérience m'a amenée à être invitée dans les entreprises, à venir témoigner. J'ai créé ma propre entreprise, je suis devenue auto-entrepreneur, je suis devenue conférencière. Je suis intervenue dans de nombreuses entreprises du CAC 40, mais aucune d'entre elles ne m'a proposé un job. Jusqu'à ce que je rencontre Jean-Marc Ribes, jusqu'à ce que je rencontre BPE. Et pour Jean-Marc Ribes, la question qui se posait, c'était pas comment je peux aider cette personne handicapée à s'en sortir, à exister, à donner un sens à sa vie, mais plutôt qu'est-ce que cette personne handicapée peut apporter à mon entreprise. Et c'est comme ça que j'ai été embauchée en tant que chargée RSE pour BPE, référente handicap, et qu'aujourd'hui, je fais vivre la politique handicap de l'entreprise et qu'ensemble, en équipe, nous faisons avancer cette politique d'inclusion parce que chacun dans notre société a un rôle à jouer et une équipe, c'est des intelligences, des savoir-faire et des savoir-être. Voilà. Merci. Merci et bravo d'ailleurs. Et effectivement, maintenant je vais donner la parole à Jean-Marc Ribes qui, contrairement à tous ceux qui vous avaient admiré, écouté, mais pas retenu, a eu la sagesse de voir que vous étiez pour son entreprise une opportunité extraordinaire. Et je souhaite qu'il nous explique comment il a utilisé cette opportunité. Merci beaucoup, bonjour à tous et à tous. Alors écoutez, en fait, d'abord j'ai rencontré Dorine à l'Élysée. On était assis l'un à côté de l'autre, puisque Madame la Ministre vous avait invité à la 10e conférence nationale du handicap juste avant la crise sanitaire, donc en janvier 2020. Et puis on a discuté, on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas. Et puis on s'est dit, il faut qu'on se revoie. Puis il y a eu la crise sanitaire, donc on était confinés. Et puis le 11 mai, il y a eu le déconfinement. Donc le 12 mai, on a déjeuné ensemble. On n'a pas perdu de temps. Et le 12 mai, on a déjeuné ensemble et puis on ne se connaissait pas. On a fait connaissance dans un restaurant à Boulogne, en bas de chez toi. Et en discutant, je lui ai dit, mais t'as jamais pensé à travailler? Et puis Dorine me répond, mais je peux pas, j'ai pas de diplôme. Et là, je lui ai dit, écoute, c'est pour ça que je vais t'embaucher. C'est parce que t'as pas de diplôme. J'avais aucune idée de ce qu'on allait faire, ce que j'allais lui proposer. Et puis j'ai dit, je rentre et puis je vais voir avec mes équipes ce qu'on peut faire. Et puis je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, responsable de la RSE, tu t'occuperas du handicap, mais pas que du handicap. Il n'y a pas marqué Madame Handicap chez BPE, c'est la responsable de la RSE, dont le handicap, mais tout le reste. Voilà. Et l'histoire s'est faite comme ça. Dorine est rentrée, nous a rejoints. Et il s'est passé quelque chose de... Bon, alors il y a eu deux choses. Il y a eu la première chose, c'est qu'on s'est dit on va re-signer avec nos partenaires sociaux un accord handicap. Donc un accord handicap où Madame la Ministre est venue d'ailleurs, tout début novembre à la banque. On a signé un accord handicap assez simple avec deux mesures. Je vais donner une première mesure qui est vraiment la mesure phare. On s'est engagé à embaucher une personne sur deux chez BPE en situation de handicap. Alors on n'est pas une multinationale, nous sommes 450. 450. Une sur deux. Alors au début, c'est vrai, on s'est dit c'est compliqué, c'est un mot que je n'aime pas d'ailleurs. C'est compliqué, on va pas y arriver, comment on va faire, où on va trouver le sourcing. Alors si on commence comme ça, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Alors on s'est dit non, finalement, on va rendre les choses simples, on va utiliser nos propres sourcings, nos propres relations, et puis on va voir comment on va faire. Et puis voilà, on a réfléchi tous ensemble avec une équipe, on a embarqué tous nos collaborateurs, ça c'est important. Tous nos collaborateurs ont été embarqués, et on a eu cette idée de dire voilà, on va embaucher une personne sur deux. Et on a commencé. Et derrière, on va le mesurer, parce que c'est toujours les histoires des baromètres. Il faut mesurer ce qu'on fait, parce que c'est toujours dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, et puis l'évolution. Parce que si c'est qu'un coup de com', ça sert à rien. On n'a pas embauché beaucoup de personnes. Je vous ai dit, on est 450. On a embauché quand même 18 personnes. Sur les 18 personnes, 9 sont en situation de handicap. Visibles et invisibles. Voilà.
Donc on a déjà réussi et on continue. Et maintenant, c'est une politique qui est ancrée parmi nos salariés. Avec le niveau de diplôme, dis-le, parce que c'est important. Comment? Oui. Le niveau de qualification. Oui, et au niveau de qualification, parce qu'on m'avait dit, des cabinets de recrutement me disaient, mais effectivement, mais les qualifications, les diplômes, j'ai dit, écoutez, chez nous, il y a de tout. Il y en a qui ne sont pas diplômés, il y a des bacs, il y a des bacs plus 2, il y a des bacs plus 4, il y a des bacs plus 1, ça dépend des métiers. Voilà. Mais on a adapté aussi, et puis on a fait de la formation en interne également, parce qu'on a des budgets de formation importants pour aider, en fait, les personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, c'est un succès. On a commencé début novembre, c'est un succès. Et toute l'équipe, c'est ça qui est important, parce qu'il n'y a pas que le top management. Toute l'équipe est embarquée, et nos clients aussi. C'est ça qui est important. C'est qu'on a maintenant, nous avons des clients dans notre gestion de fortune qui nous présentent des personnes handicapées. Parce qu'il dit, vous êtes une société inclusive, donc on va vous présenter des personnes. Donc c'est quelque chose maintenant qui est complètement ancré, j'ai envie de dire, à la banque. Il n'y a plus de sujet. Et puis c'est passé quelque chose, alors très honnêtement, on apprend, je ne l'avais pas vu venir, mais quand Dorine s'est occupée en fait des personnes RQTH, pour savoir à combien on en était, parce qu'on n'était qu'à 2%, la parole s'est libérée. C'est-à-dire que nous avions des personnes RQTH qui n'osaient pas le dire, qui se disaient, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que mon manager va dire? Est-ce qu'on va bloquer mon évolution professionnelle? Pourtant, je suis très engagé à titre personnel. Mais ce n'était pas suffisant. Et Dorine a permis de libérer la parole. Alors, en fait, on s'aperçoit qu'entre nos recrutements, 1 sur 2, et la libération de la parole, on est passé de 2 à 6%. Ça veut dire que dans toutes les entreprises, si on arrive à libérer la parole, on a des taux déjà bien plus élevés. Et les gens en parlent. J'avais encore un collègue à nous ce matin, enfin tu étais là, qui disait « Maintenant, je parle de mon handicap. Je suis épileptique, j'ai entre 5 et 10 crises d'épilepsie par jour. Ça se gère, j'en parle, je n'ai pas honte d'avoir ça. » On a cassé ça et ça c'est bien. Et l'autre élément, troisième élément, nous avons mis en place des dons de congés de RTT qui, en fin d'année, donc en fin décembre, les personnes qui ont encore un trop plein de jours, les donnent dans un fonds, voilà, qui vont servir aux aidants. Parce que ça, c'est très important aussi, parce que comme chacun sait, quand vous devez emmener vos enfants à l'hôpital, c'est les jours d'ouverture de l'entreprise. Donc les gens prennent des congés, des RTT, au bout d'un moment, ils n'en ont plus. Voilà, et donc c'est compliqué pour eux. Donc on a alimenté ce fonds. Et ce fonds, là, il y a eu un élan de solidarité assez incroyable, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui le font de façon anonyme, bien évidemment, qui ont donné des jours. Donc on a vraiment embarqué tout le monde, quoi. C'est ça qui est assez génial, quoi, en fait. C'est là où on est très très content. Voilà, donc c'est vraiment cet accord handicap pour nous a été un levier mais phénoménal pour rendre un tas de collaborateurs heureux et en fait ça marche très bien. Il y a une très bonne ambiance et en même temps ce que je veux ajouter, c'est important, c'est que si on regarde notre compte de résultats, on n'a jamais eu d'aussi bons chiffres. La rentabilité de la banque a jamais été aussi bonne. Elle est historique. Voilà. On n'a jamais distribué autant de dividendes à notre actionnaire, c'est quand même bien. Hein, vous voyez, hein, donc, oui, pourquoi? Parce que les gens se sentent heureux, ils sont bien, ils travaillent dans la bonne humeur. Voilà, tout n'est pas parfait, comme dans toutes les entreprises, mais on essaie de les améliorer. Mais ça veut dire que d'abord, les personnes handicapées, je préfère, ça c'est important de le dire aussi, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a pas de taux d'absentéisme. Les personnes handicapées sont là, elles sont présentes, elles travaillent. Voilà. Parce qu'il y a toujours cette peur de dire qu'est-ce qui va se passer si je ne suis pas là. Voilà. Donc ça c'est important. Et donc du coup la rentabilité commerciale, la rentabilité financière de l'entreprise ne se s'est jamais aussi bien portée. Merci, c'est un bel exemple. Quelques remarques personnelles. Pendant 5 ans de ma vie, donc, je me suis occupé de lutter contre les discriminations. Et les personnes en situation de handicap étaient celles de toutes les personnes discriminées qui suscitaient le plus de sympathie. Mais cette sympathie ne se traduisait pas par un passage à l'acte. C'est-à-dire, c'était une sorte de sympathie passive, distante, compassionnelle dans certains cas, plus indifférente dans d'autres. Et, mon Dieu, j'ai l'impression que l'entreprise, M. Ribes, à un moment donné, était un peu dans cette situation, et les auditeurs de Dorine Bourneton étaient un peu dans cette situation. Ils étaient heureux de l'entendre, ils étaient heureux de la voir, et puis après, ils ne faisaient rien. Ou ils ne faisaient pas grand-chose. Ce qui explique les chiffres que vous donniez, Madame la Ministre, où depuis longtemps cet objectif de 6% est fixé. Oui, absolument.
et il n'est pas atteint. Et au fond, la première chose, c'est effectivement de passer à l'acte. Quelquefois, c'est une rencontre qui suscite ça, quelquefois, c'est un autre facteur, mais au fond, passer à l'acte est quelque chose d'essentiel. Et puis, vous avez dit une seconde chose qui est tout à fait importante, c'est le sujet du plafond de verre. On parle beaucoup du plafond de verre des femmes, et il existe toujours. On a fait là, sur ce plan, un certain progrès. Mais pour les personnes en situation de handicap, il y a toujours un plafond de verre. Et le plafond de verre, il est souvent à la fois extérieur et intérieur. Je veux dire, il vient du corps social environnant et il vient aussi de la personne elle-même qui considère qu'elle n'a pas les mêmes droits ou les mêmes potentiels et il y a une forme d'autocensure. Ce que vous disiez quand vous disiez pas de diplôme, c'était sur un autre modèle d'autocensure. Mais ces deux sujets que vous avez abordés sont à mes yeux tout à fait essentiels pour l'inclusion dans le travail. Et donc, maintenant, je vais me tourner vers un grand patron d'une très grande entreprise, Air Liquide, qui est une des plus belles entreprises françaises, qui, n'est pas un recrutement de personnes handicapées sur deux. Vos ambitions sont un peu différentes et les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais au fond, l'histoire est un peu similaire en cela que c'était une entreprise sensible à l'intérêt social de longue date. Je crois que la tradition d'Air Liquide est une tradition d'entreprise sensible aux sujets sociétaux, mais qui, sur ce sujet, n'était pas au meilleur niveau et ça a été corrigé. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour cette invitation. Pour tout dire, on a hésité, et j'ai hésité personnellement à venir à participer à cette table ronde, dans la mesure où on n'a pas, en tant qu'entreprise et personnellement, le sentiment d'être ni exemplaire ni d'être un modèle, et on ne veut surtout pas se positionner en donneur de leçons. Je pense que c'est un sujet sur lequel on mesure tous le chemin qui reste à faire, et donc on aborde ce sujet avec humilité, je vais dire. Quand on préparait cette session, vous me demandiez quel était notre taux justement d'emploi direct de salariés. On est à 4,4% aujourd'hui. Donc, on n'est pas à l'objectif que nous-mêmes se sont fixés. Ceci étant dit, quand on a commencé notre mission handicap il y a une dizaine d'années, on était à 1, quelque chose. Et dans les 5 dernières années, comme le soulignait Madame la Ministre, je pense qu'on est content, peut-être même fier, de dire que notre taux a augmenté chaque année et continue à augmenter. Donc, je pense que c'est cette dynamique que je veux souligner, car elle est effectivement extrêmement importante et ça fait partie aussi d'un des ressorts de la vitalité de l'entreprise. Alors peut-être juste en introduction, personnellement, pour le comité exécutif du groupe, je me suis porté volontaire pour être le sponsor de notre mission handicap il y a 4 ans, qui était une mission handicap France et qui fonctionnait relativement bien, mais et sans vouloir diminuer le mérite de cette mission, était très orientée sur répondre à nos objectifs réglementaires. Et on était au moment où on allait se positionner pour célébrer les 10 ans de cette mission handicap. Et donc, on essayait de se projeter et d'avoir une certaine ambition. Au même moment, moi, j'étais responsable du plan stratégique du groupe et on définissait notre ambition à 5 ans. Et ce qui m'était présenté dans la vision future de la mission handicap était assez décorrélé, indépendant, en fait, de ce qui allait devenir notre stratégie d'entreprise. Et ça m'a choqué, et parce que je suis intimement convaincu que la stratégie handicap d'une entreprise doit faire partie de la stratégie d'entreprise. C'est tout. C'est une partie intégrante et elle doit être absolument cohérente et en support d'ailleurs de notre stratégie d'entreprise. Donc, j'avais cette forte conviction et qui d'ailleurs a été confortée par un certain nombre d'expériences. Et une des expériences était une journée qu'on avait organisée avec un certain nombre de salariés sensibles au thème du handicap pour justement partager et brainstormer autour de quelle ambition on pouvait avoir.
On avait fait ça au chapiteau turbulent près de la porte Champéret, certains d'entre vous connaissent. Et en fait, à la fin de cette journée, j'ai été littéralement submergé de messages de salariés. Il y avait une centaine de salariés, tous volontaires, qui venaient avec des messages d'encouragement, de l'énergie, des idées, de l'enthousiasme. Et ils voulaient faire des choses et faire avancer les choses. Et je me suis dit, en tant que dirigeant, waouh, quelle énergie, quelle créativité, quelle puissance. On passe nos journées à essayer, j'allais dire, d'engager, de mobiliser nos salariés. Et là, il n'y a même pas besoin d'appuyer sur le bouton, ça démarre tout seul. Et je me suis dit, si on était capable tous les jours de générer une telle puissance, waouh, quel avantage pour une entreprise. Et donc, on a essayé vraiment de changer de braquet et de dimensionner cette mission handicap avec une ambition déjà plus large que la France. Et donc, on a créé un réseau européen. Et on a aussi voulu l'inclure dans une ambition groupe qui est autour de la diversité et de l'inclusion. On a fait une charte, on a créé un certain nombre d'initiatives, de réseaux autour de ça. Et peut-être juste pour illustrer la signature de ce programme qu'on appelle En diversité, c'est nos différences font notre performance. Et pour moi, c'est très, très signifiant. Nos différences font notre performance. Et on le vit, j'allais dire, au quotidien. Ce qui est assez remarquable, c'est que cette initiative qu'on avait lancée dans différents pays, et c'est un vrai challenge aussi dans un groupe comme le nôtre, d'être capable de mobiliser, de sensibiliser des salariés dans des cultures différentes, où les approches réglementaires, sociétales, culturelles sont très différentes d'un pays à l'autre, autour d'un projet et d'une ambition commune. Avec 3 piliers. Le premier dans cette approche, c'est d'informer et de sensibiliser. Et ça, c'est un objectif et une tâche qu'on doit faire avec tous les moyens que l'on peut. Le deuxième, c'est de recruter et de maintenir dans l'emploi. Et là aussi, on est très attaché à mesurer. Et lorsqu'on fait nos comités de pilotage, nos réunions, à peu près systématiquement, je dis « montrez-moi les chiffres ». Parce que, in fine, ce qui compte quand même, c'est combien de personnes en situation de handicap on a réussi à embaucher et à maintenir dans l'emploi. Donc on est très attaché à des chiffres durs, en fait. C'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est essayer d'engager le plus possible nos salariés et l'écosystème. Et donc essayer d'avoir des approches qui soient le plus bottom-up, pour utiliser la créativité et les spécificités aussi des différents pays, en essayant d'innover. Alors, on a lancé les premiers hackathons solidaires avec une entreprise qui s'appelle Big Bloom, par exemple. Mais on a aussi fait des partenariats avec une société comme Auticonsult pour essayer de vraiment embaucher des consultants en situation de handicap. Mais on a un rôle, je pense, dans l'ensemble de l'écosystème et c'est très important d'associer le plus possible des partenaires. Alors aujourd'hui, on a 21 pays qui font partie de ce réseau. On a plus de 1300 personnes qui ont signé personnellement une charte qui dit « je m'engage à ». Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez concret. On a une 50aine d'ambassadeurs dans les différents pays. On a des référents handicap. On a maintenant plus d'une 50aine d'événements par an au niveau de l'Europe autour du handicap. L'année dernière, malgré la crise Covid, on a lancé un concours sur les meilleures initiatives. On a eu 35 initiatives qui ont été proposées, qui étaient juste remarquables, d'ingéniosité, d'impact aussi. Et donc, ça montre toute la créativité et la diversité quand on laisse et quand on ouvre les vannes et qu'on dit « c'est permis d'être créatif ». Et je pense que globalement, c'est surtout une prise de conscience qui est assez remarquable. Peut-être pour finir, juste 2 réflexions personnelles sur comment pérenniser en fait cet effort. Parce qu'au début, en parlant, on faisait un peu les engagements de l'ensemble des managers au niveau du comité de pilotage. Et moi, mon engagement,
que j'ai donné, c'était je vais rester là pendant quelques années, en fait, parce que c'était pas le sujet du mois, en fait. C'est un sujet profond qui demande de s'ancrer dans la durée dans une entreprise. Et je pense qu'il y a 2 points qui sont particulièrement importants. Le premier, pour vraiment s'ancrer dans la durée, c'est qu'il faut que ces actions trouvent écho quelque part dans des valeurs personnelles et des valeurs d'entreprise. Je pense que c'est vraiment le gage d'authenticité, et parce qu'il faut de l'authenticité dans ce que l'on fait. Et le deuxième, c'est que pour une entreprise, il faut reconnaître et même mettre en avant le côté performance. Et je pense que cette approche crée de la performance pour l'entreprise. Ce n'est pas une approche utilitaire, mais ça contribue à notre performance. Et il y a peut-être 3 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est l'inclusion, où on voit que l'inclusion bénéficie à tous. J'ai encore en tête des exemples où j'étais avec nos équipes d'engineering qui m'expliquaient comment une personne qui était malentendante avait des difficultés à suivre les réunions. Alors, dans un bon cliché français, les réunions commençaient relativement bien, et puis après, ça partait dans tous les sens, il n'y avait plus d'agenda, tout le monde parlait, et cette pauvre personne était complètement perdue. Et donc, ils se sont dit, on va essayer de faire un guide de bonnes pratiques, avec un agenda, avec des documents à l'avance, etc. On va donner la parole aux uns aux autres pour que cette personne qui a des difficultés pour entendre puisse suivre. Ils ont fait des guides de réunion, et en fait, assez rapidement, ils sont venus, ils se sont dit, mais c'est super, nos réunions sont beaucoup plus efficaces. Et en fait, tout le monde, c'est juste tout bête, mais tout le monde trouvait que, ça y est, c'était une façon beaucoup plus agréable et efficace de travailler. Donc je pense que l'inclusion bénéficie à tous. Le deuxième point, je crois, qui est important, c'est que dans l'inclusion de personnes en situation de handicap, un des ressorts essentiels, c'est l'innovation. Et pour nous, groupe présent en activité depuis plus de 100 ans, l'innovation est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est sûr que quand on accueille et quand on veut inclure des personnes en situation de handicap, qui ont une singularité, on est obligé de remettre en cause le statu quo. On est obligé de se pousser les limites, on est obligé de se poser des questions. Et je pense que ça, c'est très important dans l'état d'esprit de toutes les entreprises, et surtout des entreprises les plus établies. Et le dernier point, sur la performance, je crois que le management d'équipes de personnes en situation de handicap ou de personnes qui ont une singularité, de la diversité d'une façon générale, est un management qui est exigeant. Ça peut être plus difficile. Mais pour moi, c'est là où on repousse les limites. Et c'est pour ça que souvent, j'utilise l'image de dire que pour moi, le management de personnes ou d'équipes en situation de handicap, c'est un peu la Formule 1 du management. C'est le Renault Sport, M. Schweitzer, du management, parce que c'est très exigeant. Et d'ailleurs, l'expérience montre que c'est souvent, j'allais dire, les meilleurs managers qui osent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable. Voilà, je voulais juste finir sur ce point-là. Encore une fois, je pense qu'on a beaucoup de chemin à parcourir. On le reconnaît, mais la dynamique est là. Et je remercie de l'opportunité, puisque ces échanges sont aussi pour nous, pour moi, à chaque fois une source d'inspiration. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans une grande entreprise. Et vous avez souligné un point tout à fait essentiel, c'est que le sujet de l'inclusion des personnes handicapées dans l'entreprise ne doit pas être un sujet à côté, mais être un sujet dans la stratégie de l'entreprise. Et si je peux exprimer un regret, c'est que toutes les entreprises n'en sont pas là. Alors je me réjouis qu'on soit au ministère de l'économie et des finances, mais j'aimerais bien que le MEDEF, pour toutes les entreprises, que l'AFEP pour les très grandes entreprises, au fond, tiennent des réunions similaires. Tiennent des réunions où des responsables de grandes entreprises ou d'entreprises moyennes montreraient comment, pour changer les choses, il faut l'intégrer à la stratégie. Et le second point que vous avez souligné, mais qu'avait aussi souligné Jean-Marc Ribes, c'est que c'est un facteur d'efficacité. C'est pas, d'une part, il y a une recherche d'efficacité, d'autre part, il y a une action sociale. Non, il y a une cohérence dans la réussite entre les deux. Et c'est cela qui fait la réussite d'une entreprise. Et vous avez souligné à juste titre que c'est un facteur d'engagement des salariés. C'est quelque chose que vous avez dit.
que j'ai entendu dire par beaucoup d'entreprises, c'est un facteur de cohésion de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Alors maintenant, je vais donner la parole à M. Hervé Écué, qui est avocat, qui est le responsable de la branche française d'un très grand cabinet international et qui va nous parler d'une expérience originale engagée dans son cabinet. Merci M. Schweitzer et merci à tous de m'inviter à échanger un petit peu avec vous aujourd'hui. Je me reconnais vraiment beaucoup dans les différents propos qui ont été énoncés, et c'est vrai que, et en particulier lorsque vous parlez d'efficacité, lorsqu'on travaille sur les sujets du handicap, clairement ça ne doit pas être un sujet, parce que ça a été démontré maintes et maintes fois que c'est totalement le cas. Et d'ailleurs, j'aime bien cette expression anglaise où, en fait, vous savez, la traduction de handicap en anglais, c'est disabled, mais ce terme est de moins en moins utilisé, parce que le terme qu'ils utilisent désormais, c'est differently abled. Et c'est souvent le cas. En réalité, il y a juste une adaptation à faire, mais l'efficacité est bien là. Alors, pour nous également, le handicap, finalement, ne s'inscrivait que dans une démarche beaucoup plus globale sur notre approche en matière d'inclusion et de diversité. Et lorsque nous nous sommes penchés sur ces sujets, en réalité, M. Schweitzer, tout à l'heure, vous disiez qu'on avait des chiffres bas, et pardon si je vous avais introduit en erreur là-dessus, ce n'était pas le cas. En réalité, lorsqu'on a commencé à y réfléchir, et notamment avec les équipes, et Jean-Baptiste Lebel, mon directeur des ressources humaines, est ici présent dans la salle, j'ai toujours voulu, en fait, avec mes associés, que sur ces mesures, on ait à chaque fois pas d'effet d'annonce, mais véritablement des choses concrètes. Sinon, ça ne sert à rien. Nous ne sommes contraints finalement pas à grand-chose, parce que dans un cabinet comme le nôtre, les avocats, en fait, nous sommes tous libéraux, chacun individuellement libéraux. Donc on jouit d'une véritable liberté. Inversement, nous avons un écho international assez fort, parce qu'Alain Auvry est présent dans 40 pays dans le monde, et nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes que un peu plus de 5000, donc ça représente très peu de monde dans l'absolu. Par contre, nous avons, je pense, dans le domaine, une voix qui porte, et s'il y a des organismes qui peuvent porter cette voix, qui doivent porter cette voix, et qui ont l'autorité pour porter cette voix, c'est précisément des gens comme nous. Et donc, en étudiant ces questions au début, on s'est rendu compte que, d'abord, on a pris conscience du handicap non visible. Madame la ministre, vous rappeliez qu'effectivement 80% des handicaps étaient non visibles. Et c'est là qu'on s'est dit, mais effectivement, telle personne souffre de tel handicap cognitif, mental, que sais-je. Et un certain nombre de fois faisait partie des personnes les plus performantes, quels que soient les critères que l'on retenait du cabinet. Et on ne s'était en réalité jamais posé la question. Et c'est comme ça que ça doit être. Et donc c'est ce message-là que l'on veut porter. Mais inversement, mais également, on pense que pour que le handicap soit compris ou reconnu, il faut qu'il soit bien compris. Et dans notre démarche, et je vais évoquer le programme qu'on a essayé de mettre en place, enfin qu'on essaye de mettre en place, dans notre démarche, ce que l'on veut également, c'est continuer à susciter cet enthousiasme que l'on voit chez l'ensemble de nos collaborateurs sur les différents sujets. C'est véritablement éduquer les personnes. Tant que l'on ne comprend pas le handicap, parfois on peut assimiler un handicap à de la négligence ou à telle ou telle chose, alors qu'en réalité, ça peut être simplement lié au handicap. Et si on le comprend, on sait comment le gérer, et nous devons pouvoir le gérer. Et comme vous disiez, les bons managers doivent justement prendre ces éléments en compte, éduquer un peu les équipes et être, si on peut, un peu pionnier, en tout cas dans le domaine juridique. Cette idée a été combinée avec le constat que d'abord dans le domaine juridique et dans le domaine des grands cabinets d'avocats en particulier, le handicap était un sujet, c'était un petit peu le parent pauvre des différentes actions qui étaient mises en œuvre, qu'il y avait un certain nombre de réticences, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que particulièrement pour les jeunes en situation de handicap, ceux qui étaient en particulier à l'école des avocats ou ceux qui commençaient leur carrière, ils avaient un taux de recrutement qui était beaucoup plus faible et ils quittaient la profession d'une manière générale encore plus tôt que les autres. Voilà. Donc on s'est dit, il faut absolument que l'on fasse collectivement quelque chose et une manière d'embarquer en fait tous les collaborateurs et les associés dans le cabinet a été de dire on va créer un programme
qu'on a baptisé l'égal à égal, qui est un stage chez un de nos clients partenaires et chez nous, qu'un jeune en situation de handicap qui est à l'école d'avocat va suivre, et en partenariat avec l'école de formation du barreau également, où nous allons présélectionner donc les stagiaires, organiser ce stage donc chez nous, à la fois chez nous et chez un de nos clients partenaires. Pour le moment, on a 4 clients partenaires, si je peux les citer, c'est BNP Paribas, Bank of America, Chanel et Total, qui ont accepté d'être les premiers à nous suivre sur ces sujets. Et en fait, on organise tout. Il ne faut pas sous-estimer non plus les difficultés d'organisation. Il faut les gérer, c'est à nous de le savoir, de les gérer et de venir voir ces sociétés en leur disant voilà ce que l'on vous propose, voici les contraintes auxquelles vous serez le cas échéant soumises et voici les solutions clés en main. Ça a déjà été testé, nous avons fait des recherches là-dessus, nous sommes au soutien et si ça ne marche pas, on fera certainement des erreurs dans ce programme et on fera marche arrière, on modifiera les choses, mais on veut faire évoluer les choses. Donc c'est un programme qu'on a lancé depuis à peu près 1 an. Le début a été très chaotique. Je pourrais vous dire pourquoi. Parce que souvent, les jeunes, dans ces métiers qui sont vus comme des métiers exigeants, performants, etc., où on n'a pas d'horaire, bon, vous connaissez l'histoire, la dernière chose qu'ils veulent, c'est venir dire qu'ils ont un handicap, qu'ils sont exposés à un handicap. Très souvent, c'était un handicap qu'ils essayaient de cacher. Et là, on était dans une démarche complètement contraire, en disant non, expliquez-nous quel est votre handicap, et on va vous expliquer, et on va essayer de partager avec vous, et de vous accompagner, et de partager cette expérience également avec nos clients et avec vous-même. Donc ça a pris du temps, quand je dis chaotique, c'est que ça a pris du temps à démarrer. Donc en à peu près un an, puisqu'on a commencé l'été dernier, on a reçu maintenant 45 candidatures. On en a retenu pour le moment 10. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc là, on a une personne qui est en stage et 4 autres qui vont 4 contrats qui sont signés et ça va continuer. Donc les chiffres sont modestes et le seront de par la taille de notre organisation. Et surtout, on aura besoin de temps parce que il faudra là, on est en phase un peu test quelque part. Il faudra qu'on ait le retour d'expérience, que nos premiers stagiaires soient nos ambassadeurs de demain, qu'on les accompagne dans l'insertion jusqu'au bout. Donc, on aura besoin de temps sur cette initiative. Voici un peu résumé de manière très schématique notre expérience, et je pourrais bien sûr développer plus avant sur les contraintes, les difficultés que les partenaires que l'on a accompagnés, ou les questions qu'elles se sont posées, et comment est-ce qu'on a pu les aider à résoudre ces questions pour les amener à signer notre charge et commencer à accueillir des stagiaires. Merci aussi. Il faut rappeler effectivement que le taux de chômage des personnes handicapées est beaucoup plus élevé que le taux de chômage général. Je donnerai tout à l'heure, dans un instant, la parole à la ministre pour qu'elle fasse un petit bilan de ce qu'elle a entendu tout à l'heure. Je voudrais aussi dire combien je trouve important que vous ayez commencé par des jeunes, parce que je pense qu'il y a un moment, Dorine y a échappé, si je puis dire, mais où on s'enferme peu à peu dans une situation qui devient un second handicap qui s'ajoute au handicap. Et le fait d'attaquer au départ pour mettre le pied à l'étrier me paraît une démarche extraordinairement importante. Par ailleurs, un cabinet d'avocats, ça a une vertu, c'est que c'est en contact avec beaucoup d'entreprises, donc ça a une capacité de diffusion qui dépasse de beaucoup ses effectifs propres. Et donc, je compte que vous ferez non seulement de la pédagogie et de l'insertion au service des personnes handicapées, mais que vous le ferez, et vous l'avez déjà commencé à le faire, envers les entreprises pour lesquelles vous travaillez. Madame la ministre, qu'est-ce que vous tirez comme bilan de ces premiers éléments ? Alors, je pense que comme les témoignages sont là, la dynamique est réelle. La dynamique est réelle. Moi, ce que j'entends et ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, je vous invite à rejoindre le manifeste inclusion. Hier, nous avons signé avec l'ensemble de la Chambre des commissaires aux comptes et l'ensemble des experts comptables qui ont rejoint le manifeste inclusion. Alors, c'est extrêmement important pour moi.
au-delà de l'exemplarité qu'ils peuvent donner pour eux-mêmes dans leur cabinet, et c'est un réseau complètement national, ils parlent à plus de 3 millions de clients, les experts comptables, à 250 000 mandats pour les commissaires aux comptes, et donc ils vont être une source d'information sur ce qui existe, sur les aides, sur les pratiques. Et donc pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée directement dans les entreprises et parfois les petites et les moyennes entreprises, ce qui est très très important. Parce que quand vous êtes un grand groupe, vous avez cette facilité d'avoir cette mission handicap mobilisée, transverse, comme vous l'avez très bien dit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur les TPE et PME qui sont aussi une source d'emploi. C'est pour ça que dans la loi liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons vraiment voulu que tous soient déclarants, même les moins de 20 salariés qui ne sont pas soumis à l'obligation d'emploi. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a à peu près 80 000 personnes en situation de handicap qui sont employées chez les toutes petites entreprises et PME. Et moi, je veux qu'on puisse les aider. Donc ça, c'est très important. Je vois que quand une entreprise s'empare d'une politique RH, qu'elle la diffuse au niveau des managers, très important, qu'elle en fait une stratégie dans l'entreprise, et vous l'avez dit, c'est comme ça qu'on montre que performance sociale rime avec performance économique, parce qu'elle fait partie de la stratégie de l'entreprise. Monsieur le Président, vous l'avez souligné, je pense que c'est capital. Pour autant, il y a aussi tout le réseau des TPE, des PME, des ETI qu'il nous faut absolument accompagner. Et elles me disent souvent, écoutez, moi je suis désolée, je n'ai même pas de RH parfois. Je n'ai même pas de responsable RH. C'est moi qui fais tout en tant que patron et je n'ai pas le temps de m'en occuper. C'est pour ça que rentrer par la porte des experts comptables, des commissaires aux comptes, des cabinets d'avocats, ça peut être très très intéressant pour informer, faire de la pédagogie et montrer que c'est la seule charge sociale qu'une entreprise peut éviter de payer. Je vous le rappelle, en embauchant, elle évite de payer cette charge sociale qu'on appelle une contribution, qui est tout simplement une pénalité quand on n'atteint pas ces 6%. Donc là, il y a aussi obligation d'emploi, certes, mais la loi ne peut pas tout, c'est de l'incitation à dire, eh bien, regardez, nous allons vous aider. On nous dit souvent, et c'est pour ça que l'expérience de Dorine au sein de la BPE est très importante, j'ai des problèmes de sourcing, mais soyez exigeants avec vos cabinets de recrutement. Dites-leur tout simplement, je suis désolée, si vous ne me présentez pas des CV avec des personnes en situation de handicap, je changerai de cabinet de recrutement. À un moment, il faut mettre à chaque fois les obligations et les responsabilités là où elles sont. Et puis, vous avez parlé des jeunes, et je pense qu'en effet, c'est un levier extrêmement important. Il ne faut pas qu'on ait cette rupture de parcours. On commence à monter en qualification les jeunes, c'est un problème majeur. Vous avez parlé du taux de chômage. Alors, il a baissé, il est passé en dessous de la barre des 500 000. Il est encore trop haut, puisque c'est encore presque 16% de personnes en situation de handicap qui sont au chômage. Mais le problème majeur, c'est le niveau de qualification. Parce qu'on a un niveau, à peine niveau 4, même infra-bac pour certains, parce qu'il y a eu trop d'interruptions justement dans les parcours, qu'il y a des problèmes de reconversion. Donc il faut nous attaquer massivement à la formation. Et quoi de mieux que l'apprentissage pour pouvoir faire monter en qualification les jeunes. Tout à l'heure, vous avez dit en anglais, mais c'est en français, moi je dis autrement capable. C'est aussi important, c'est-à-dire que ces compétences qui arrivent sur le marché du travail, parfois, elles ne correspondent pas directement à une offre d'emploi, à un diplôme, parce que malheureusement, on est encore très, très, très formaté diplôme en France, mais elles correspondent à des vraies compétences. Et c'est là-dessus qu'il nous faut travailler sur des recrutements. Donc, il faut travailler à tous les niveaux. Il faut travailler dans vos recruteurs, dans vos DRH. Il faut aussi déformater les notions de recrutement d'une personne en situation de handicap. Travailler sur la compétence qu'elle va apporter dans l'entreprise, peut-être différemment. Et surtout s'appuyer sur ce que je développe, parce que j'y crois énormément, c'est le job coaching, l'emploi accompagné. On a inventé l'école accompagnée, si je puis dire, depuis des années. Et je sais de quoi je parle, parce que ça fait 20 ans que je portais l'école accompagnée pour certains types de handicap. Les troubles de fonction cognitive, l'autisme, les 10, tous les troubles 10, et puis bien sûr aussi tous les autres sensoriels, etc. Eh bien parfois, certaines personnes ont encore besoin de l'emploi accompagné. Et je pense par exemple aux troubles psychiques, si important, si prégnant dans les entreprises. Eh bien, l'emploi accompagné, le job coaching, c'est une prestation gratuite pour l'entreprise qui est faite par des experts du trouble. Et le manager n'est pas un expert du trouble, il est un expert du management. Il faut qu'il le reste. Mais il faut donc qu'il soit accompagné par quelqu'un qui peut faire cette médiation, travailler avec le collectif, faire les adaptations, faire les aménagements, éviter ainsi la désinsertion professionnelle et donc travailler tout simplement sur la progression de carrière des personnes en situation de handicap. Job coaching, nous avons rajouté encore 15 millions, il y a près de 45 millions, c'est des plateformes d'emploi accompagnées qui sont disponibles dans les bassins d'emploi, une seule porte d'entrée, quel que soit le trouble de la personne. Et pour l'entreprise, ça sera donc un accompagnateur, un job coach qui pourra venir, qui pourra travailler peut-être de façon intensive au démarrage de l'accompagnement, se reculer, être réappelé autant que de besoin et gratuit pour l'entreprise.
Donc faisons la promotion de job coaching pour certains types de handicaps qui sont encore complexes parfois à intégrer en entreprise. Et je pense que là, nous réussirons. Merci, Madame la Ministre. Je voudrais poser une question à nos intervenants. Ils sont chacun porteurs d'une expérience différente. Et au fond, comment est organisé dans le monde de l'entreprise, puisque c'est de ça qu'on parle ici, l'apprentissage des meilleures pratiques des autres, ce qu'on appelle le parangonnage en bon français, le benchmarking en anglais. Autrement dit, alors il y a le benchmarking des chiffres, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est comment on apprend de ce qui marche chez les autres et des difficultés des autres. Vous avez parlé de difficultés surmontées, vous avez parlé de réussite, mais aussi de défis. Vous avez fait l'expérience la plus audacieuse que je connaisse, qui est de 1 sur 2, que je trouve remarquable. Je ne sais pas jusqu'à quand vous le tiendrez, mais vous êtes en bonne voie. Au fond, est-ce qu'il y a des systèmes qui permettent aux entreprises d'apprendre les unes des autres? Madame la Ministre, encore. Le manifeste inclusion, Monsieur le Président. 140 entreprises qui échangent sur leurs bonnes pratiques. On l'a lancé en décembre 2019 et c'est les patrons qui sont venus signer et qui ont transmis justement cette volonté. Ils se sont mis en association maintenant et ils ont des thématiques sur les échanges de bonnes pratiques. Et c'est comme ça qu'ils apprennent les uns des autres. Alors, là aussi, quand je m'occupais de ces sujets, j'avais quelquefois plus de signatures que d'actions. Ouais, bon. Mais donc, au fond, l'apprentissage croisé. Alors, on joue beaucoup sur les réseaux à l'intérieur de l'entreprise et encore une fois, comme on a mis en place un réseau européen, sur une base du volontariat, on utilise alors déjà les outils de communication interne, donc on a nos réseaux sociaux internes et on a une communauté dédiée avec plus de 1000 membres qui est autour du handicap. Et là, c'est des échanges de postes, de bonnes pratiques, mais aussi des échanges de CV pour montrer des profils qui peuvent être intéressants pour certaines entités. Après, on a la chance d'être un groupe de taille assez conséquente et donc on se nourrit aussi les uns les autres. Dans chaque pays, on a des réseaux externes pour faire du benchmark, pour partager un certain nombre d'initiatives avec d'autres entreprises. Mais déjà, la cross-fertilisation entre nos entités est extrêmement riche. Et je mentionnais un concours annuel qu'on fait avec les meilleures initiatives. C'est vraiment une source d'enrichissement. Et non seulement ce que l'on fait, c'est qu'on reconnaît au travers de votes, entre guillemets, populaires, puisque c'est l'ensemble des salariés qui peuvent voter, la meilleure initiative, mais on s'attache à dupliquer l'expérience et à la répliquer dans un certain nombre d'entités. Et par exemple, on a été surpris ces dernières années par des propositions qui venaient de notre filiale en Turquie, extrêmement actives et avec des choses qui étaient différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire. On prend un exemple d'une de nos filiales en Angleterre qui se focalise sur la santé mentale et c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé dans certaines filiales et qui est un exemple et qui est une façon aussi de nous tirer vers le haut. Donc on utilise beaucoup en fait cette fertilisation croisée. Merci. Alors, si je peux ajouter, nous chez BPE, nous sommes adhérents de l'association Tremplin Handicap, qui est une association qui accompagne les jeunes dans leurs études pour essayer de les pousser le plus loin possible dans leurs études. Et une fois par mois, il y a une réunion des adhérents, des entreprises adhérentes de cette association. Il y en a eu plus d'une centaine. Et une fois par mois, on prend un temps d'échange durant toute une matinée où il y a des prises de parole. Donc, chacun son tour, l'entreprise prend la parole, présente son activité, présente sa politique handicap et ensuite on réfléchit tous ensemble autour d'une thématique. Voilà. Et c'est vraiment très enrichissant parce qu'on échange sur des bonnes pratiques et c'est comme ça qu'on se donne des bons tuyaux sur des cabinets de recrutement qu'on citait tout à l'heure. Et voilà, et ça fonctionne très très bien. Soit dans votre cabinet mondial, soit avec d'autres.
Je pense qu'on fait les deux. Là, cette année, au niveau mondial, on a décidé de mener plusieurs actions. Donc, on a une première journée qui va commencer là à partir du mois de juin, où il y aura des témoignages de certains de nos collaborateurs. Donc, ça, c'est une session que l'on va organiser à partir de Londres, mais qui va impliquer un certain nombre de bureaux également. Et on a plusieurs actions comme ça au fur et à mesure, tout au long de l'année. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des échanges quand même régulièrement avec mes homologues dans d'autres cabinets. On a par exemple un club des cabinets internationaux ou des cabinets d'affaires, et on essaye parfois d'échanger régulièrement sur ces sujets-là. Il y a certains cabinets avec qui on a un certain nombre développé un certain nombre d'échanges, et je pense que c'est comme ça qu'il faut que le dialogue en fait soit transmis, que les échanges soient transmis, et puis voilà, nos équipes sont en rapport les unes avec les autres. Et dans ce domaine-là, ce que l'on ne veut surtout pas, c'est soit être donneur de leçons, soit être uniquement des pionniers, mais qu'il n'y ait personne qui nous suive. Bien au contraire, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait un maximum de cabinets qui participent à ces initiatives et qui puissent échanger sur ces sujets avec nous. Moi, j'aurais une suggestion pour M. Guéniche, pour son 11e dialogue de l'inclusion, c'est qu'il fasse une table ronde des cabinets de recrutement. Je regardais là, en vous écoutant, la liste de tous les intervenants. Il y a beaucoup de responsables d'entreprise, et je m'en réjouis parce que ça fait un certain temps que je suis l'activité de Julien Guéniche et que je l'accompagne. Et au début, franchement, on avait du mal à trouver des chefs d'entreprise qui avaient envie de venir parler de ce sujet. Et quand ils venaient, ils parlaient en lisant un papier qui avait été fait par le DRH, au fond. On sentait qu'il venait pour faire bien, alors que là, l'atmosphère a basculé. Mais j'ai vu que dans les dialogues, les 10e dialogues, il n'y a pas une table ronde des grands cabinets de recrutement. Et je pense que ce ne serait pas absurde. Moi, je trouve, j'aurais quand même faire quelques commentaires là-dessus, parce que c'est un sujet, et on en avait discuté ensemble, souvent les cabinets de recrutement ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas de CV, ils nous disent, ils n'ont pas pris le sujet en main, en fait. Voilà. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé, où un cabinet de recrutement m'a dit, mais vous n'allez pas embaucher une personne handicapée dans une banque privée ? Vous vous rendez compte quand on entend ça ? Voilà. Bon, c'est sûr, je ne travaille plus avec ce cabinet de recrutement. Ça, je peux vous le dire. Non, parce que c'est des choses qui arrivent. Il faut dire les choses. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt à un moment donné. Et quand on leur dit, est-ce que vous avez des CV ? Ah ben non, écoutez, on n'est pas, c'est pas notre sujet, ça. Et ça doit devenir leur sujet. On passe par des associations, comme disait Tremplin, des assos. Mais il faudrait qu'il y ait des vrais cabinets de recrutement. Alors, ils se cachent souvent derrière leur petit doigt en disant « Ah ben oui, mais vous comprenez, quand on a des candidats, ils ne nous disent pas qu'ils sont RQTH parce que sinon, ils ont peur qu'on ne les prenne pas. » Bon, ben justement, il faut peut-être casser ça aussi au départ. Voilà. Il devrait y avoir, pour moi, des départements dans les cabinets de recrutement qui se sont spécialisés et on irait les rencontrer. Voilà. Donc, il ne faut pas cacher ça du tout. Je peux ajouter un mot là-dessus. Je trouve que l'intérêt justement de faire cette démarche et de l'afficher, c'est que nous, ça nous permet également, au sein des équipes, à toutes les personnes qui sont en charge du recrutement des stagiaires, des premières années, etc., mais de savoir que la politique du cabinet est très favorable. Et donc, ces personnes ne vont pas elles-mêmes s'auto-censurer quelque part. Vous savez, on a fait une expérience qui était, d'une manière générale, sur le sujet de l'inclusion, on a fait une expérience qui était riche d'enseignements. C'était qu'on a fait passer à tout le monde un test sur nos biais. Et donc il y avait une série de questions. Vous savez, ces questionnaires où on vous pose la même question sous différents angles. Et le résultat était que nous avions tous des biais, et parfois de manière totalement inconsciente. Et le fait de le savoir, on n'avait pas besoin de connaître le résultat, mais le fait de le savoir permettait de dire aux gens, vous vous rendez compte, vous avez un biais sur tel ou tel ou tel sujet,
Et ce n'est pas en accord avec la politique du cabinet. Et voici la politique du cabinet qui est affichée sur notre site internet et avec les différentes mesures que nous prenons. Et je pense que ça permet également ensuite aux recruteurs internes, entre guillemets, mais également après aux sociétés de recrutement, aux cabinets de recrutement externes, de savoir qu'on est sensible à ce sujet-là et donc progressivement de nous proposer des candidats. Président, si vous me permettez. Je vous en prie, vous madame. Vous qui avez été si sensibilisé sur les problèmes de discrimination. Aujourd'hui, on est dans cette ambiguïté franco-française de dire qu'on a un taux à remplir pour les entreprises de 6%, une capacité de la personne ou non à se déclarer RQTH, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, des services publics de l'insertion professionnelle, Pôle emploi pour ne pas le nommer, qui vous dit qu'ils ne peuvent pas faire de la discrimination positive, donc ne peut pas pousser des CV qui présentent une situation de handicap. Donc en fait, on tourne en rond complètement. On ne peut pas, l'employeur ne peut pas faire état de dire qu'il veut embaucher des personnes handicapées. On peut rajouter une toute petite note en bas de son annonce en disant à compétences égales, nous serons bienveillants pour les personnes handicapées. Vous voyez qu'on est en train toujours de tourner en rond sur du politiquement correct et de la discrimination qui ne se veut pas positive. Les anglo-saxons, ils ont complètement, immédiatement traité la chose. Ils n'ont pas de taux d'obligation d'emploi. Ils ont fait l'Accessibility Act, c'est-à-dire qu'ils ont dit tout CV qui présentera une RQTH sera reçu en recrutement. Voilà, un engagement des entreprises sous la forme d'un Accessibility Act pour pousser les CV avec en situation de handicap et déclencher ce dialogue et tout simplement pouvoir afficher qu'on est handicapé sur son CV. C'est un vrai sujet, mais on tourne en rond depuis trop d'années là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il se trouve que quand j'étais à la HALD, je n'étais pour la discrimination positive ou l'action positive, appelons-le ainsi, que pour deux catégories de personnes. Les personnes handicapées, et elles me paraissaient fondée dans la loi, dans la mesure où il y a une obligation légale. Et l'autre catégorie, c'était les femmes, parce que ce n'était pas une minorité. Et que donc, il n'y avait pas de risque de contre-coup. J'ajoute que pour les personnes handicapées, il y avait un autre facteur qui faisait que la discrimination positive ne me paraissait pas poser de problème, c'est que ces personnes bénéficient d'un capital de sympathie. Il y a quelquefois de l'inaction, de l'indifférence, mais il n'y a pas, alors je ne sais plus le mot en français, de backlash, c'est-à-dire de réaction négative parce qu'on a favorisé telle personne. Parce que tout le monde considère que ceci est un rééquilibrage, si je puis dire. Et que donc, on ne peut pas critiquer un rééquilibrage. Et donc, voilà, donc je dois dire que là-dessus, au fond, j'attends avec intérêt de voir la première entreprise qui se fera condamner parce qu'elle a souhaité recruter une personne en situation de handicap. Je pense franchement, on fait souvent des lois à la suite d'un événement, je serais épaté que cet événement se produise. Je crois qu'on a des questions, et exactement. Donc je me tourne vers vous. Il y a en tout cas une réflexion qui nous est faite pour ceux qui nous suivent en ligne, notamment sur l'accès pour les élèves, les étudiants aux formations, aux études, la reconnaissance du handicap des élèves, l'aménagement à la scolarité qui permettrait, voilà, c'est la réflexion de favoriser l'accès de très bons profils aux études pour ensuite peut-être permettre justement ces recrutements. Quelle est aujourd'hui la situation justement sur l'aménagement à la scolarité pour les élèves en situation de handicap ? Je crois que c'est vous, Madame la Ministre, qui pouvez répondre là. Précisément, ce serait le ministre de l'Éducation nationale, mais avec qui je travaille main dans la main pour ce grand service public de l'école inclusive. Aujourd'hui, vous avez à peu près 385 000 élèves en situation de handicap à l'Éducation nationale, c'est-à-dire à peu près 2,5% de personnes en situation de handicap. Ce que l'on veut maintenant, c'est créer des vrais parcours de scolarisation pour avoir des vrais parcours de formation. Parce qu'on l'a bien vu, le problème majeur, qu'on soit handicapé ou pas, pour entrer sur le marché du travail, c'est la qualification. Alors évidemment, parfois non. Dorine, voilà, tu en as un exemple vivant, mais toi, tu as eu
ce qu'on appelle l'école de la vie. Tu t'es formé avec l'école de la vie. Pour autant, il nous faut absolument travailler sur l'accès aux enseignements supérieurs. C'est ce qu'on fait avec Frédéric Vidal, et on vient de faire justement le comité de pilotage de l'enseignement supérieur inclusif pour faire monter en qualification. Donc on a aussi un problème d'accompagnement global, d'accessibilité physique des écoles, que ce soit sur les universités ou les écoles privées, les écoles d'ingénieurs. On en a parlé ce matin encore, trop peu d'écoles d'ingénieurs qui accueillent des personnes en situation de handicap, mais qui accueillent aussi des femmes, des filles. Donc ça, c'est un sujet majeur. Donc oui, il faut travailler sur le parcours de formation et d'enseignement supérieur. Et c'est pour ça que nous développons l'apprentissage, parce que l'apprentissage est un vrai moyen de monter en qualification. C'est le place and train à l'anglo-saxonne qui fait vraiment beaucoup de succès. Donc c'est l'engagement du ministre de l'Éducation nationale, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de moi-même pour améliorer ces parcours. François Jacot avait un complément à ajouter. Oui, peut-être par rapport aux propos de Madame la ministre. En tant qu'entreprise, évidemment, on essaye de travailler en amont le plus possible avec les écoles pour les aider aussi à prendre pleinement conscience du potentiel de leurs élèves, d'identifier et d'aménager un certain nombre de portes d'entrée. Mais je voulais faire une remarque sur une société avec laquelle on travaille, qui s'appelle OT Consult, qui est une start-up, et qui a comme business case de proposer aux entreprises des consultants qui sont généralement sur le spectre de l'autisme et qui arrivent à avoir une vraie compétence, qui développent souvent très rapidement dans l'IT et dans le data. Donc nous, on a plusieurs consultants en fait qu'on utilise avec très grand succès dans nos centres de recherche pour la cybersécurité, etc., où il y a un job coaching qui est en place, qui est très professionnel. Et en fait, ce qu'on essaie de faire avec cette société aussi, c'est d'approcher les grandes écoles et les universités pour identifier des consultants potentiels qui seraient dans cette situation, qui l'ignorent ou qui ne veulent pas le déclarer, mais pour justement les identifier et leur montrer toutes les possibilités dans le monde du travail. Et moi, je peux dire que ça fait des consultants juste incroyables. Le premier qu'on a eu dans notre centre de recherche, il avait une mission de 3 mois sur la dynamique des fluides. En 15 jours, il avait pratiquement fini sa mission en me disant qu'est-ce qu'on fait maintenant et je parle même pas de tous les bénéfices de l'équipe qui l'a accueilli et qui travaille avec lui encore aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très important, ce travail avec les universités pour ménager les ponts. Nous avons développé avec Frédéric Vidal les universités ASPI-friendly pour pouvoir les accompagner et les faire monter en qualification. Donc petit à petit, ça se développe en effet. Il y avait une autre question sur la question de la sensibilisation, peut-être. Pourquoi ne pas acculturer notamment les jeunes, dès le plus jeune âge, à travailler, à vivre aux côtés de personnes handicapées. Moi, par exemple, en préparant cette table ronde, j'ai discuté avec quelqu'un qui me racontait la situation d'une entreprise dans laquelle les collègues d'une personne handicapée avaient refusé qu'elle bénéficie de la même prime qu'eux au titre qu'elle avait été moins productive. Est-ce que la question de la sensibilisation, elle n'est pas aussi importante à la fois au travail et à la fois dès l'école? Dès l'école, Madame la Ministre, apprendre sur les mêmes bancs. Apprendre sur les mêmes bancs, bien sûr, pour après travailler ensemble dans les mêmes entreprises. C'est tout l'enjeu de cette société inclusive pour laquelle je me bats tous les jours et l'ensemble du gouvernement. Le fait d'avoir attaché le secrétariat d'État auprès du Premier ministre a fait sortir les personnes handicapées d'objets de soins en sujet de droit. Droit d'aller à l'école, droit d'aller en entreprise, droit d'être logé. C'est vraiment dans cette mouvance-là depuis 4 ans que nous travaillons au gouvernement. Donc ça progresse, jamais assez vite, c'est indéniable, mais ça progresse énormément. Mais c'est vrai que tout le sujet, c'est l'inclusion, qui est le nom de ces dialogues, et pas le traitement spécifique. Alors, ça implique des adaptations, mais le mot de base, c'est l'inclusion. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut le développer, mais... Oui, non, moi je voudrais dire que, moi je l'ai vécu à titre personnel avec mon enfant qui est polyhandicapé, et quand elle a commencé à aller à l'école, elle était dans une école qui était tout à fait une école standard. Et c'était une directrice d'école qui avait 36 enfants, et sur les 36 enfants, il y avait un enfant sur 3 qui était porteur d'un handicap. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas de différence, parce que les enfants ne font pas la différence entre eux.
et ça les habituait à s'occuper des autres enfants. Donc dès le départ, dès le démarrage, après l'écart se fait quand ils sont plus grands dans les écoles, mais à la maternelle, ils sont déjà ensemble et le regard est tout à fait différent. Voilà. C'est vrai que souvent les enfants ont peur de la différence qu'ils ne connaissent pas. Et qu'au fond, la normalité est pour les enfants quelque chose d'important, et de faire apparaître qu'un handicap n'altère pas la normalité est quelque chose de tout à fait essentiel, et je trouve votre propos tout à fait juste. Enfin, la ministre, en tant qu'ancien, si je puis dire, de ce sujet, je suis frappé que c'est une demande constante, cette intégration. Et que plus on commence tôt, effectivement, plus elle est naturelle. Moi, j'avais une question qui était revenue lors d'une de nos réunions avec Tremplin, justement, Tremplin Handicap. La question se posait pour les jeunes collégiens que l'on souhaiterait accueillir, des collégiens handicapés, pour leur stage de 3e. Et en 3e, on n'a pas encore ce fameux document qui est un peu le Graal, la RQTH, en fait, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Avant 18 ans, on ne peut pas avoir ce document. Et les entreprises se posaient la question, comment identifier là où il y a des jeunes handicapés qui sont mineurs, puisqu'ils n'ont pas cette RQTH, et comment les accompagner dès le collège, dès la 3e, en fait, pour éviter le décrochage ensuite, puisqu'on sait bien qu'à partir de la seconde, c'est un petit peu plus difficile. Alors là, il suffit de changer d'association et au lieu de Tremplin, de faire Arpège, qui est en amont justement, et qui réunit justement plus d'une quarantaine d'entreprises qui s'engagent. Arpège est labellisé par l'Éducation nationale et s'occupe justement de trouver des stages pour les jeunes en situation de handicap dès le collège. Donc voilà. Donc c'est tout ce chaînage magique en France qu'on a un pilier de notre société qui sont les associations. Et il faut le dire haut et fort que sans les associations, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je sais de quoi je parle, parce que moi, je suis issue du monde associatif. Donc, Arpège est une association qui regroupe d'ailleurs énormément de grandes entreprises qui ont décidé de s'engager. Ça fait partie d'un des engagements de la charte du manifeste inclusion, accueillir les collégiens handicapés. Ils sont partout en France. On les identifie aussi dans les unités localisées d'inclusion scolaire, les ULIS, les fameuses ULIS. Donc, aucun problème pour les identifier. Il suffit juste de se rapprocher quand on est une entreprise dans son bassin d'emploi, à son collège d'à côté ou au lycée d'à côté et faire ce maillage de proximité. Donc ça, c'est très simple. Arpège, Tremplin, voilà, ce sont les associations qui suivent en fait la gradation des jeunes en situation de handicap. Et ça fait partie du premier engagement de la charte du manifeste inclusion. C'est pas qu'une signature, Monsieur le Président. Ce sont des groupes de travail qui bossent vraiment, et c'est les entreprises qui bossent. C'est pas, j'ai initié, mais on a passé la main aux entreprises. Elles bossent sur le numérique inclusif. On n'en a pas parlé, mais c'est un vrai levier d'avoir des sites internet qui sont 100% accessibles. C'est un levier commercial aussi. C'est comme ça qu'on augmente son chiffre d'affaires aussi. C'est comme ça que des intranets 100% accessibles permettent l'autonomie des collaborateurs. C'est un vrai enjeu d'insertion, l'inclusion, le numérique, on n'en parle pas assez. Pas de questions qui viennent de là. Alors, je voudrais quand même qu'on vienne sur un point qui a été évoqué plus ou moins. On parle de la catégorie des personnes en situation de handicap comme une sorte de catégorie homogène. Or, ce n'est pas du tout une catégorie homogène, ni par l'importance que peuvent avoir des handicaps, ni par la nature du handicap. Je veux dire, pour prendre un exemple simple, un handicap purement mécanique, comme celui dont souffre Dorine, au fond, ne pose pas de problème d'emploi particulier et, d'autre part, est visible. Il y a des handicaps qui sont plus difficilement visibles et qui peuvent poser plus de problèmes. Et au fond, ma question, c'est, dans la mesure où on arrive à inclure quantitativement les personnes en situation de handicap, à trouver dans l'entreprise où j'étais, il n'y avait pas de problème, si je puis dire, hélas. On avait beaucoup de personnes en situation de handicap, notamment du fait de troubles musculo-squelettiques. Mais il y avait des emplois adaptés à ces personnes. Donc ça ne posait pas de problème, au fond, difficile, ou ça ne posait pas de problème d'inclusion. Mais au fond,
comment faire en sorte qu'il n'y ait pas des personnes en situation de handicap qui soient laissées sur le côté de l'action en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Je ne sais pas qui a envie de réagir à ça. Vous, monsieur Écuyer. Oui, je ne sais pas si je vais répondre complètement à la question, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que nous, dans notre programme, on a voulu exclure aucune catégorie. Mais par contre, ce que l'on veut également faire, c'est véritablement, lorsqu'on reçoit les stagiaires, pouvoir leur dire, sur la base de notre connaissance, quel métier parmi les métiers d'avocat et les sous-spécialités est adapté. Je vous donnais l'exemple d'une personne qui souffrait d'un problème de surdité et qui voulait absolument faire des fusions-acquisitions. Lorsqu'on est jeune et qu'on fait des fusions-acquisitions, on est assis pendant des heures et des heures dans des salles de réunion où on doit prendre des notes et c'est très compliqué. Donc on a attiré l'attention du stagiaire en disant attention, il y a peut-être telle ou telle autre spécialité qui est plus adaptée compte tenu de ton handicap. Et ça, c'était aussi une manière de s'assurer que la personne soit totalement performante lorsqu'elle sera en cabinet. Mais en tout cas, le point sur lequel je voulais insister, c'est que précisément, on ne veut exclure aucune catégorie parce qu'à chaque fois, il y a une adaptation possible. Peut-être juste un complément ou une perspective. C'est vrai qu'il y a une multitude de formes de handicap et probablement le mot handicap est d'ailleurs pas, comme on l'a discuté, le plus approprié. Mais il y en a quand même où culturellement on est plus ou moins à l'aise en fait. Je pense qu'il y a deux catégories sur lesquelles en France on est particulièrement mal à l'aise. C'est les handicaps qui surviennent au cours de la vie. Et en fait, c'est la majorité. Et donc, comment on l'aborde à la fois pour la personne qui se trouve en situation et pour les autres personnes. Et puis, tout ce qui est lié à la santé mentale, aux troubles psychiques. Il y a beaucoup de tabous qui sont des tabous culturels et où on sait pas, on est très mal à l'aise et très mal équipé. Et donc, je pense que nous, notre rôle ou notre approche, en tous les cas, c'est d'essayer déjà d'expliquer, de partager, de sensibiliser et petit à petit de casser un certain nombre de tabous pour déjà libérer la parole. Et puis, on n'est pas des spécialistes et donc il y a les spécialistes qui doivent prendre en charge un certain nombre d'aspects. Nous, comme vous le soulignez, on est manager avant tout. Alors, on a quelques, on espère, qualités humaines ou sensibilités, mais on n'est pas des spécialistes. Par contre, notre rôle, c'est vraiment de libérer la parole et de trouver les moyens du meilleur accompagnement et de mettre la personne en situation de contribuer au meilleur de ses capacités et il y a plein de choses à faire. Mais je pense qu'il y a vraiment un côté culturel sur lequel ça prendra du temps, mais il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Oui, j'ai un commentaire avec une anecdote parce que c'est effectivement un sujet où culturellement, effectivement, on n'est pas forcément très à l'aise. Alors moi, j'ai envie de dire, il faut faire comme si rien n'était. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de différence entre un handicap physique ou un handicap de la santé morale. C'est-à-dire qu'on embauche, on laisse la personne faire son travail. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans l'ascenseur l'autre jour avec une personne qu'on avait embauchée dans l'entreprise que je ne connaissais pas. Et puis je lui dis, j'étais dans l'ascenseur, je lui dis comment ça va. Et la personne me répond, je vais très bien parce que ici je me sens bien dans cette entreprise, je n'ai pas de pression, on me laisse faire mon travail comme je l'entends. Et donc je crois que c'est ça, c'est leur laisser le temps de faire leur travail. Voilà, ils vont plus ou moins à un rythme rapide ou moins rapide. Et comme je disais, c'était l'exemple que je vous ai cité. C'est un peu comme quand vous êtes face à une personne qui est bègue. La tendance, c'est de finir la phrase à sa place, ce qui est épouvantable. On laisse la personne parler, on laisse la personne s'exprimer, voilà, et on attend. Mais on fait pareil dans la fonction qu'on a donnée à la personne qui peut avoir un retard différent par rapport à d'autres handicaps. Il n'y a pas de solution miracle, hein, c'est pas très simple, voilà. Mais moi j'ai pris ce mode de fonctionnement, de laisser faire les choses et de le faire tranquillement, sans aucune pression. Et la personne se sent bien. Et votre approche a permis de traiter pareillement, si je puis dire, les différentes natures de handicap. Dans cette approche, en fait, on s'est dit, on va tous dans l'entreprise
adopté cette manière de travailler, cette manière d'avoir ce comportement finalement vis-à-vis des personnes, et on fait pas du tout de différence, surtout pas de différence. Voilà. Et mais on le fait. Vous savez, je me rappelle au début, je l'avais dit avec Dorine, hein, quand Dorine est arrivée, je disais, parce que je suis au 5e étage dans ma banque et elle est à côté de mon bureau, et je disais, on dira Dorine, oui, c'est la personne qui est en fauteuil. Et j'avais dit à Dorine, dans 2 mois, on dira c'est Dorine tout court. Et il n'y a plus de sujet. Oui, nous, chez BPE, on est ouvert à tout profil. On n'exclut aucun handicap. Et si on ne sait pas faire, on va aller chercher des solutions. Hein, plutôt que se concentrer sur le problème, on va chercher des solutions et on va se former. On va aller trouver les ressources nécessaires pour nous accompagner et accompagner le collaborateur, avec toujours en tête cet objectif que la personne puisse s'épanouir le mieux possible. C'est vraiment notre objectif aussi chez BPE, c'est que chacun puisse s'épanouir et non pas mettre la personne dans une situation d'échec ou d'impasse. Donc voilà, il y a véritablement cette volonté de l'accompagner. Je crois que ce sera le mot de la fin. Et c'est un bon mot de la fin. Merci à chacun d'entre vous, à la fois de votre participation et surtout de votre engagement. Et merci à vous, Madame la Ministre, d'être parmi nous. Merci 1000 fois.